je suis ravi de participer et de pouvoir introduire cette réunion de présentation, comme vous le disiez, Thibault L'Épicier, du groupement des ADP, donc le réseau des entrepreneurs, j'ai presque envie de dire professionnels de la demeure historique, donc des monuments historiques privés. Je vois qu'on est très nombreux, pratiquement 74 personnes, donc ça montre bien que c'est un véritable besoin, en tout cas une demande d'un certain nombre d'entre nous. Donc Thibault le disait, je serai très rapide sur la genèse parce que le programme est très riche. Donc, il faut mieux avoir des retours d'expérience et des échanges plutôt que des grands discours. Mais effectivement, les intervenants donc vont pouvoir parler tout à l'heure. Mais la genèse de ce groupement professionnel de la demeure historique n'est pas fondamentalement quelque chose de très nouveau à la demeure historique, puisque du temps de mes prédécesseurs, que ce soit Henri-François de Breteuil ou Jean Lamberty, il y avait déjà eu un certain nombre d'initiatives dont les plus anciens d'entre nous peuvent se souvenir, notamment avec en 1995, il y avait eu un regroupement de châteaux prestige avec Maison de la France et puis avec le guide Michelin, la clé des châteaux. C'était des excellentes, me semble-t-il, idées. Peut-être arrivait-elle un peu trop tôt dans cet environnement, mais c'était pourtant de très bonnes idées et ça me paraissait important d'y revenir. En tout cas, quand j'ai pris la décision de succéder à Jean Lamberty et que j'ai été élu, j'ai souhaité faire deux choses principalement. La première chose, c'était bien évidemment de continuer l'exceptionnel travail qui est celui de la demeure historique depuis près de 100 ans, qui est un travail d'expertise dans de nombreux domaines qui touchent les monuments historiques en termes de transmission, de fiscalité, de succession juridique. Ça me paraissait être très important et ce savoir-faire, cette spécificité, cette marque DH auprès des parlementaires, auprès des institutionnels nationaux, régionaux et départementaux est véritablement très important. Donc il faut être à la hauteur et nous devons tous, à la demeure historique, collectivement afficher cette ambition de continuité. Et puis à côté de cette continuité, il y a effectivement peut-être une nouveauté, c'était de marcher sur un deuxième pied, donc de remettre au goût du jour ce que disait Thibault tout à l'heure, remettre au goût du jour cette volonté de se regrouper, en tout cas avec une finalité économique. Les adhérents de la demeure historique, c'est à peu près 3 grands blocs, à peu près 3000 adhérents. On va dire 1500 adhérents qui n'ont pas du tout d'activité autre celle que d'habiter leur demeure, de l'habiter, de l'entretenir, de faire un certain nombre de travaux. Et ça, c'est très important et c'est le cœur de cible de la demeure historique. À côté de ça, vous avez également à peu près 1000 à 1200, on a fait un grand questionnaire, vous y avez répondu pour la plupart, 1200 propriétaires qui ont une certaine forme d'activité économique, d'ouverture, c'est ce que l'on appelle, Thibault en a fait allusion tout à l'heure, les ATE, on est très acronyme à la demeure historique, activité touristique et économique dans les monuments historiques. Et puis à côté, vous avez un troisième groupe qui sont les ADP, l'objet de notre réunion ce soir, les audacieux du patrimoine, qui sont dans ceux qui ont une activité économique, professionnelle, les plus professionnels d'entre nous et qui veulent vivre en partie de leur travail. Et effectivement, ça c'est très important et c'est le message que je veux porter, le message nouveau que je souhaite porter et mettre en avant à la demeure historique. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons demandé et obtenu le fait d'intervenir dans le CFT, le comité de filière touriste dont vous avez entendu parler, de Jean-Baptiste Lemoine, activité culturelle certes, mais également activité touristique et économique. Ça paraissait très important. Donc 200 à 300 professionnels qu'il faut absolument représenter au sein de notre association. Et ça, c'est l'objet qu'il faut se donner, cette reconnaissance de la demeure historique à maintenant intervenir à ce niveau, comment dirais-je, économique.
De façon assez concomitante à ma prise de fonction de présidence, il y a eu quelques jeunes dynamiques, professionnels qu'on a rencontrés. Je pense à bien évidemment Thibaut Le Marier, enfin principalement d'ailleurs, je ne sais pas si c'est mais c'est ceux qui vont parler ce soir, qui sont un peu à l'initiative de ce projet également, et de cette volonté que je vous ai indiquée et de la leur est née cette volonté d'avancer. Et c'est la raison pour laquelle un des premiers actes de gestion, de propositions fortes que j'ai fait au bureau de la demeure historique, c'est de pouvoir débloquer un budget pour mettre en avant cette politique à laquelle je suis très attaché, et donc de pouvoir structurer cette filière économique. Et donc, la première des choses, si on veut être professionnel, c'est de travailler avec des professionnels et de façon professionnelle. C'est la raison pour laquelle nous avons embauché donc Thibaut l'épicier, et nous avons structuré, sa mission, c'est de structurer ce groupement. Depuis 1 an, c'est chose qui est faite, pas aussi vite que ce qu'on aurait voulu parce que vous avez bien compris que la crise sanitaire, alors à la fois ça a été un frein et un accélérateur, bien sûr, mais Thibaut a beaucoup œuvré avec une garde rapprochée, un copil dont il vous parlera tout à l'heure, qui se réunit très régulièrement, tous les 15 jours, qui travaille, qui échange, qui fait avancer les choses. Et l'objectif très clairement affiché, c'est de représenter, être un peu le syndicat le plus professionnel possible des propriétaires gestionnaires de monuments historiques par ce petit groupe. Donc, c'est de se réunir, c'est de travailler et effectivement participer à des webinaires et puis traiter toutes les problématiques que vous rencontrez. Parce que, bien évidemment, la demeure historique est là pour s'adapter et pour faire en sorte de répondre à tous les vrais enjeux de demain. Certains sont nouveaux, mais les principaux enjeux, nous les connaissons, c'est la sauvegarde de nos monuments historiques, c'est leur transmission, c'est dans la complexité de la vie d'aujourd'hui de pouvoir faire en sorte que cette responsabilité, j'ai pas envie de dire cette charge que nous avons, cette responsabilité que nous avons, eh bien, ne devienne pas un compte de charge que l'on va transférer à nos enfants, mais un compte d'espoir avec des activités dans nos monuments. C'est remplacer les fameux éléments recettes foncières et les transformer pour faire en sorte que ces monuments eh bien, passent le temps. Voilà, je vois que mon temps est passé. Je vais redonner la main à Thibaut. C'est assez structuré. Merci beaucoup d'être aussi nombreux ce soir. Maintenant, on est presque 83, donc c'est merveilleux. Je reste bien évidemment avec vous, mais je cède la parole aux audacieux du patrimoine et à Thibaut, leur chargé de mission. Voilà, merci beaucoup et très bonne soirée. Merci beaucoup Olivier, merci pour cette présentation. Je reprends la main et je vous partage tout de suite une présentation. J'espère que vous la voyez tous sur votre écran. Vous allez me dire si ça fonctionne. Voilà. Normalement, vous avez la présentation qui s'affiche devant vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me faire signe. Je crois que c'est bon. C'est parfait Thibaut, parfait. Parfait, superbe. Voilà, donc l'idée étant maintenant de rentrer un peu dans les détails, et parce que les audacieux du patrimoine peuvent paraître un peu obscurs comme ça d'un regard extérieur. Donc on souhaitait, avant de rentrer de vous partager des retours d'expérience de membres du réseau, d'entrepreneurs, vous présenter globalement les audacieux du patrimoine. Donc la première question sans doute que vous vous posez, c'est la question de qui nous sommes. Donc eh bien, je tâche d'y répondre avec cette première slide sur donc le réseau d'entrepreneurs des monuments historiques privés. On s'est rendu compte que aujourd'hui il n'existait pas en France de réseau qui permettait de rassembler des gens, donc des femmes, des hommes qui ont décidé de gérer et de mettre en valeur leurs monuments de manière professionnelle, en y consacrant finalement la majeure partie de leur temps, leur activité professionnelle principale. Et donc, on a décidé de créer ce réseau qui permette vraiment de se rassembler entre pairs, c'est-à-dire entre propriétaires gestionnaires à plein temps sur leurs monuments et qui ont un objectif d'autofinancement. Donc, on a résumé ça avec cette phrase nous rassemblons des propriétaires gestionnaires de monuments et jardins historiques familiaux, y développant de manière professionnelle une activité économique durable. Et donc, le réseau des audacieux du patrimoine, à la fois par l'innovation, vous verrez, et à la fois par la montée en compétences, parce qu'on a un vrai objectif de professionnalisation des membres, permet de faire émerger et partager des modèles économiques rentables, tout en révélant le potentiel socio-économique du patrimoine. On a vraiment deux axes. Un axe sur
le fait d'aller développer des modèles économiques rentables et pérennes, ce qui n'est pas toujours évident dans nos monuments, et en même temps montrer à quel point le patrimoine a un potentiel social et économique très important pour les territoires, et en particulier les territoires ruraux. Ce qui nous paraissait important, c'était d'avoir à la fois cette dimension économique et business, et en même temps garder ce respect de l'histoire, de l'identité, des lieux et de l'environnement. Donc on essaie de trouver cet équilibre entre des activités capables d'assurer la sauvegarde et le développement et la pérennité des sites. L'objectif, c'est d'être autonome financièrement sur nos sites à 100%, et en même temps d'incarner ce patrimoine qu'on défend, qui est un patrimoine souvent familial, habité, vivant et porteur d'une âme. Voilà globalement, pour résumer rapidement qui nous sommes. Mais il y a quelque chose de très important que nous avons fait en créant ce réseau, c'est d'écrire un pacte, une charte, le pacte des audacieux, que je vais vous présenter. L'idée, c'est qu'on se rassemble tous autour de ce référentiel commun, de ces valeurs communes, et un peu à l'image d'un label, ce pacte des audacieux va venir garantir et définir notre démarche, notre vision et notre ambition. Et on demande aux audacieux du patrimoine qui nous rejoignent, ou aux propriétaires qui nous rejoignent, de s'engager à respecter, dans une démarche de progression, ce pacte des audacieux, avec vraiment l'idée d'un développement durable pour nos sites. Et donc, il y a effectivement un dossier de candidature à remplir pour intégrer le réseau, mais j'y reviendrai. Donc, le pacte des audacieux, le voici. Vous le retrouvez sur le site internet de la demeure historique. C'est 8 articles qui présentent vraiment notre philosophie. Donc, vous les découvrez sous vos yeux. Il y a l'idée de développer vraiment un projet entrepreneurial pour pérenniser les lieux. On développe des entreprises, on n'a pas peur de le dire, dans nos monuments ou dans nos jardins. En même temps, on veut transmettre et maintenir l'esprit des lieux. L'esprit des lieux, c'est, et je pense que vous le connaissez, vous le partagez chez vous, c'est développer des sites, c'est pérenniser des sites familiaux, occupés et vivants. On ne veut pas en faire des musées. C'est toute la différence avec, sans doute, les monuments publics. Nous avons la chance d'habiter ces lieux et nous voulons préserver cela. L'article 3, voilà, c'est également concilier donc ce que je vous disais, le développement économique et l'intégrité des lieux, ne pas en faire non plus des Disneyland et des trop grosses entreprises qui viendraient perdre cet esprit des lieux. Nous souhaitons faire de nos monuments une porte d'entrée sur les territoires et partager la valeur économique créée avec le tissu local. Le lien avec le territoire est indispensable, essentiel. Nous souhaitons favoriser le développement d'une communauté attachée aux monuments. Donc, communauté, association d'amis, proches, habitants, partenaires, sponsors, entreprises. Nous souhaitons œuvrer pour un développement exemplaire, durable et global. Il y a également l'idée de préserver et maintenir la biodiversité sur nos sites. On n'en parle pas toujours beaucoup, même si aujourd'hui de plus en plus, mais nous avons la chance d'avoir des sortes d'oasis de biodiversité dans nos lieux, et nous voulons également mettre cela en valeur et le préserver. Vu les enjeux actuels, écologiques, climatiques, environnementaux, nous souhaitons également avoir un axe fort sur l'aspect environnemental et écologique. Et le dernier point, nous agissons dans une logique collaborative entre membres du réseau. Nous ne nous considérons pas comme des concurrents, mais bien comme des collaborateurs, des partenaires. Et c'est bien le principe du réseau des audacieux. Voilà. Une dernière slide pour présenter qui nous sommes, c'est notre raison d'être. Nous avons mis en avant 3 raisons d'être qui nous semblent importantes. La première, c'est dessiner un avenir enthousiaste et inspirant pour les monuments historiques et le patrimoine qui parfois est vu comme quelque chose de poussiéreux, de vieillot, sans avenir, et souvent pour les jeunes générations. Et on veut au contraire montrer que ce sont des métiers passionnants, que le patrimoine a énormément de potentiel pour l'avenir et qui peut répondre aux enjeux de société. Et donc, avec ce réseau, on a ce souhait d'embarquer un enthousiasme communicatif autour de nous. Nous voulons également prouver que des modèles économiques innovants et performants peuvent contribuer à la sauvegarde et à la transmission du patrimoine, mais aussi à la dynamique des territoires. Il est possible de développer des modèles économiques pérennes. On en fait la démonstration chez les audacieux et on veut s'entraider pour cela. Et la troisième raison d'être, c'est ce que je vous disais, c'est réintégrer le patrimoine au centre des enjeux de société. Pendant longtemps, le patrimoine a été peut-être quelque chose, un peu une bulle, un peu fermée peut-être à la société, ou en tout cas un peu en décalage. Aujourd'hui, on a vraiment ce désir avec nos entreprises de relier
les enjeux de société, l'économie, le social et l'environnement, et nos monuments historiques. Voilà. Et nos objectifs, il y en a 6, vous les voyez, j'y reviens, faire émerger, partager des modèles économiques rentables, aider à la montée en compétence des membres du réseau. Nous avons un besoin de professionnalisation et on a besoin pour cela de s'entraider. Donc vraiment, c'est l'un des objectifs principaux. Nous souhaitons également être un laboratoire d'idées et d'innovation. Vous le verrez sans doute dans nos différents échanges, vous l'entendrez. Nous souhaitons augmenter la notoriété du réseau et de nos métiers. Souvent, notre métier n'est pas connu, le métier de propriétaire gestionnaire de monuments historiques, ou méconnu avec quelques clichés, des châtelains, mais ça, on le sait. Donc l'idée, c'est aussi d'augmenter la notoriété puis de changer un peu le regard sur notre métier. Nous souhaitons révéler le potentiel socio-économique du patrimoine et puis inspirer en étant l'avant-garde de la filière par nos idées, nos innovations et nos activités. Voilà. J'espère que je suis clair et que vous me suivez bien. Comment ça fonctionne maintenant les audacieux du patrimoine? Eh bien, je tâche de vous présenter cela. Alors, quand vous intégrez le réseau des audacieux du patrimoine, peut-être que vous avez la question de vous dire qu'est-ce qui différencie les audacieux du patrimoine de la demeure historique, de l'adhésion à la demeure historique. Les membres du réseau donc des audacieux du patrimoine sont tous adhérents à la demeure historique, donc bénéficient déjà de tous les services de l'association, que ce soit les formations, les conseils juridiques et techniques, que ce soit les réunions en délégation, l'appui du siège, un certain nombre de services. Mais avec les audacieux du patrimoine, on va un peu plus loin pour pouvoir répondre à vos problématiques d'entrepreneurs. Donc, le premier point, c'est vraiment la possibilité d'échanger et de partager au quotidien entre entrepreneurs. Vous vous retrouvez uniquement avec des gens qui ont le même quotidien que vous, qui partagent le même métier. Donc, c'est pour ça qu'on a créé un espace de travail en ligne qui s'appelle la Workplace. C'est un outil qui a été mis en place par Facebook, mais qui ne demande pas d'être inscrit sur Facebook, qui est un outil, un réseau fermé qui permet tous les jours de poser ses questions, de bénéficier de conseils des membres du réseau, d'avoir des nouvelles de la demeure historique, etc. Donc ça, c'est assez pratique. On a également établi un annuaire et une carte du réseau. Vous pouvez retrouver cette carte en ligne sur notre site internet, mais également un annuaire qui est très, très pratique parce que quand vous avez besoin d'avoir un conseil sur, par exemple, comment développer un potager dans mon jardin, eh bien, vous contactez le membre du réseau qui l'a fait. Et c'est quelque chose de beaucoup plus, en tout cas d'efficace. Et puis, on a également mis en place des binômes. On va mettre en place des binômes, c'est-à-dire des relations one-to-one entre propriétaires gestionnaires, entre entrepreneurs. Et pendant 1 an, l'idée est de pousser un peu plus une relation privilégiée avec un entrepreneur, d'aller chez lui et de pouvoir apprendre l'un de l'autre. Le second point, c'est que les audacieux du patrimoine vous permettent de répondre à vos problématiques de terrain en développant des projets, des partenariats. Donc, vous voyez, on vous a présenté quelques projets. On développe des études de faisabilité avec 2 écoles de commerce que sont HEC et l'ESSEC. Donc, on travaille aujourd'hui, par exemple, sur des projets d'escape game, de garden game, mais également d'activités innovantes pour les monuments, pour renouveler un peu notre offre. On a mis en place des commissions de travail thématiques qui permettent d'échanger sur différents thèmes, vous voyez. Et puis, nous travaillons à un événement national des audacieux pour l'année prochaine qui permettrait d'avoir une journée vraiment dédiée aux entrepreneurs du patrimoine et d'offrir un coup de projecteur sur nos métiers et sur nos monuments, de manière innovante, de manière originale. Voilà. Et puis, on noue des partenariats qui sont des partenariats entre les audacieux et les entreprises. Donc, on vous a donné quelques exemples. Donc, on travaille beaucoup avec ces entreprises qui permettent d'avoir donc accès à des services un peu exclusifs au sein des audacieux du patrimoine. Voilà, et donc dernière slide sur ce fonctionnement, être dans les audacieux du patrimoine, ça vous permet également de participer à des réunions réservées au réseau. Donc on a un séminaire annuel chaque année qui dure 2 jours chez l'un des membres du réseau, et une réunion de pré-saison à Paris. L'idée, c'est de faire un bilan après la saison touristique à la fin de l'année, et puis de se réunir tous à Paris avant la saison pour pouvoir se retrouver et établir les axes stratégiques du réseau. On a également mis en place des séances de co-développement et de coproduction en ligne, ce qui permet en visioconférence de travailler ensemble sur des problématiques de terrain. Par exemple, on a travaillé sur comment développer plus de séminaires professionnels, comment allier par exemple vie privée, vie familiale et vie professionnelle au sein d'un même monument.
On a travaillé sur la problématique des mariages, parce qu'on sait bien à quel point c'est compliqué aujourd'hui. Et lorsqu'on est dépendant, on est mariage dépendant dans notre modèle économique, on se rend bien compte à quel point c'est compliqué en pleine crise du Covid de faire tenir notre entreprise et notre monument. Donc voilà quelques exemples. Et donc on se retrouve au moins une fois par trimestre en visioconférence pour cela. Et puis on développe un labo d'idées, un laboratoire d'idées. Chaque mois, on a une conférence inspirante avec des intervenants extérieurs au monde du patrimoine. Voilà, pour travailler sur des thématiques qui peuvent nous inspirer. On a beaucoup travaillé sur les tiers-lieux, par exemple. Mais on a également travaillé plus récemment sur l'hôtellerie et comment créer des marques sur le branding et la création de marques dans l'hôtellerie. Voilà. Et le dernier point, évidemment, c'est quand même bénéficier de toute l'expertise et de la légitimité de la demeure historique. Vous avez à la fois un contact dédié au siège, actuellement moi, et puis vous avez accès à tous les différents, aux formations, aux webinaires, aux conseils, et puis évidemment à tout le travail de représentation auprès des pouvoirs publics, qui est un travail très important fait par la demeure historique. Voilà. Alors, si vous vous posez des questions sur comment nous rejoindre, ça sera mon dernier point avant que je passe la parole aux audacieux du patrimoine. En fait, la démarche des audacieux du patrimoine est une démarche engageante et donc en lien avec le pacte des audacieux qui vraiment représente notre colonne vertébrale. On demande aux audacieux de remplir un dossier de candidature que vous trouvez en ligne sur le site de la demeure historique, en fait en justifiant de la cohérence de votre projet entrepreneurial avec le pacte. C'est quelque chose qui nous semble important. On est un réseau d'entrepreneurs, mais on a un réseau d'entrepreneurs engagés. Et c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment maintenir et tenir parce que, voilà, pour être à la hauteur des enjeux du patrimoine et de notre époque. Donc voilà, donc il y a une commission d'agrément qui est en charge de valider les candidatures. On demande, dans la mesure du possible, également de participer aux réunions du réseau. L'objectif étant que ce réseau soit vraiment animé par les audacieux du patrimoine et donc qu'ils puissent en faire partie. Et donc ça passe par une participation aux réunions, pour ne pas être juste passager clandestin, comme on dit. Évidemment, le réseau faisant intégralement partie de l'association, nous demandons d'adhérer à la demeure historique. Et pour pouvoir en fait soutenir les actions du réseau et développer le réseau, on demande une contribution forfaitaire complémentaire annuelle de 500 €, qui correspond en fait à donc ce montant permet vraiment de faire vivre ce réseau, permet d'avoir des ressources humaines qui sont dédiées au réseau et puis permet de développer ses projets, ses partenariats, sans lesquels en fait on ne pourrait pas vraiment développer les audacieux du patrimoine. Et je précise évidemment que, comme l'adhésion à la demeure historique, cette contribution ouvre droit à une réduction d'impôt en tant que particulier ou en tant qu'entreprise. Voilà globalement les différentes étapes pour nous rejoindre. Et je souhaitais, voilà, maintenant peut-être que je vais laisser un temps de questions, si vous avez un peu des questions sur sur ce que je vous ai présenté, parce que ça fait un moment que je parle, donc je vais arrêter de parler. Si vous avez des questions sur les différents points que je viens de vous présenter, je vous en prie, n'hésitez pas à intervenir en prenant la parole ou via le chat. Et sinon, on passe au retour d'expérience des membres du réseau. Voilà Thibaut, peut-être pour, je ne sais pas si on m'entend, mais pour lancer un peu le sujet d'actualité qu'il y a, c'est que vous avez peut-être entendu parler d'un certain nombre d'aides que le gouvernement met en œuvre, le fonds de solidarité par exemple. On s'est battu pour que les monuments historiques, notamment les SCI, puissent bénéficier de ce fonds de solidarité, ce qui n'était pas le cas au début. Et là, on travaille sur un sujet absolument brûlant, qui est par exemple un complément à ce fonds de solidarité qui s'appelle la prise en charge à 90% des charges fixes des entreprises. À la demeure historique, donc on était au courant de ce dossier, on a fait un certain nombre de notes, on a pris un certain nombre de contacts et à notre grande surprise, on s'est aperçu qu'un certain nombre de secteurs, 8, bénéficiaient de cette aide complémentaire et les monuments historiques et les jardins historiques qui étaient exclus. Donc, on a pu, grâce
au réseau ADP, mobiliser très rapidement 55 personnes, assez professionnelles, assez représentatives dans les activités, dans le statut, pour pouvoir répondre aux demandes très spécifiques de nos interlocuteurs du ministère de l'économie et des finances, qui nous disaient, écoutez, on est assez ouvert pour vous intégrer dans ces mesures. Par contre, dans cette nouvelle mesure, par contre, on a besoin d'éléments très techniques. Alors, ce sont des éléments effectivement qui peuvent paraître très techniques, mais qui sont, on parle de BE, on parle de comptabilité, etc., etc. Et cet après-midi, avec Armel Verja et Thibault, on a travaillé pour présenter un dossier, croyez-moi, musclé, et qui réponde aux attentes de ces interlocuteurs, afin que les monuments et les jardins historiques ne soient pas les parents pauvres, alors qu'ils souffrent beaucoup. Nous avons tous, pour ceux d'entre nous qui ont une activité économique, des fermetures administratives. Eh bien, nous ne soyons pas les oubliés, comment dirais-je, de ce système. Donc, je crois que c'est très important qu'on puisse représenter au sein de la demeure historique et aux yeux de nos interlocuteurs une force et une entité professionnelle où on peut mobiliser des énergies, des compétences, des expertises sur le fonctionnement des monuments historiques. Nos interlocuteurs au ministère là, découvraient un petit peu cette activité dans les monuments historiques, et honnêtement, notre réseau prend toute sa raison d'être, notamment sur ce point. Voilà, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire pour paraît que c'est ce qu'il y a de plus délicat le premier, donc maintenant, vous allez tous beaucoup parler, ce qui est très bien. Il y avait une question sur l'animation des activités et la modération des groupes. En fait, de manière générale, moi, je suis en charge, donc, à la demeure historique, d'animer le réseau tout au long de l'année, de coordonner justement les différentes commissions de travail, les différents groupes. Et après, dans la logique collaborative du réseau, certains membres, en fait, prennent des responsabilités, que ce soit sur la partie communication, sur la partie partenariat, par exemple, on a un groupe de travail achats et dépenses qui a participé donc à créer un partenariat avec la centrale d'achat qui s'appelle le CEDRE. Eh bien, c'est directement certains membres du réseau qui prennent la responsabilité. Voilà. L'idée, c'est pas que ce soit quelque chose de descendant où la demeure historique fait tout. C'est plutôt un outil qui permet aux entrepreneurs de se retrouver, de travailler ensemble. Donc, voilà le fonctionnement. Bonjour, Cyril Mestre. J'avais une question. Le réseau s'adresse essentiellement à des professionnels en cours ou aussi à des personnes qui seraient en recherche pour monter une activité? Alors, c'est une bonne question. En fait, ce qu'on a tranché de manière générale par rapport aux audacieux du patrimoine, c'est qu'il faut être déjà lancé dans un projet entrepreneurial. On peut être au tout début de ce projet-là, mais il faut déjà être lancé. C'est pour ça aussi que la demeure historique a lancé une nouvelle formation qui va avoir lieu en septembre, septembre-octobre, qui s'appelle Dynamique MH. Vous pouvez retrouver des informations en ligne, qui permet justement d'accompagner les repreneurs de monuments historiques qui ont un projet entrepreneurial et qui veulent se lancer. Et donc, c'est 4 jours pour vous former en lien avec les audacieux du patrimoine à développer votre entreprise dans un monument. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si, merci beaucoup. Ok. Et pardon, je vous laisse la parole, mais je complète juste en disant qu'il y a également à la demeure historique un autre groupe qui s'appelle le groupe des jeunes et des nouveaux repreneurs, qui pour le coup rassemble des futurs propriétaires ou des nouveaux propriétaires gestionnaires qui veulent échanger de manière informelle entre eux. Je vous en prie pour la question, pardon. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, en fait, les audacieux, pour rejoindre les audacieux, il faut déjà avoir un projet une activité commerciale, on va dire, dans son monument. Oui. Sinon, c'est plutôt vers les groupes des jeunes, les nouveaux repreneurs. Tout à fait, tout à fait. Il faut déjà vraiment être dans cette logique entrepreneuriale et avoir un projet lancé. D'accord, entendu. Je vous remercie. Je vous en prie.
n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc de passer à la partie retour d'expérience. Le mieux donc et finalement de faire parler ceux qui participent au réseau. Donc, un certain nombre d'entre eux sont présents parmi nous et vraiment, je les en remercie. Et donc, je vais laisser la parole à ces membres du réseau. Et donc, je propose, si Marc Lelandais, vous nous entendez, d'intervenir en premier avec peut-être en fait 3 questions auxquelles vous pouvez répondre pour les participants à ce webinaire. 1, vous présenter puis présenter votre monument et vos activités. 2, peut-être nous dire pourquoi vous avez rejoint les Audacieux du patrimoine. Et 3, finalement ce que vous apportent aujourd'hui les Audacieux du patrimoine dans votre activité. Merci Thibaut. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors moi je suis le propriétaire d'un monument à Amboise qui s'appelle le domaine royal de Château-Gaillard que j'ai racheté en 2012 puis rénové de 2012 à 2017. C'est un monument, site de 15 hectares en plein cœur de la ville d'Amboise à une portée d'arbalète du Clos Lucé. Et c'est un monument assez intéressant qui accueillit les premiers jardins de la Renaissance en France, les premiers orangers en France, et qui est un petit palazzotto à l'italienne, pour ça qu'on le qualifie du plus italien des châteaux de la Loire. Une fois vous avoir dit ça, moi je suis un entrepreneur, chef d'entreprise depuis 25 ans dans l'industrie du luxe, dans les industries de la consommation, et je me suis passionné jusqu'à en faire mon métier pour le patrimoine, et j'ai ouvert au public en 2016 ce lieu jusqu'à 2019 où nous avons fait 45 000 visiteurs, et le lieu a été rentable dès 2018. Je parle d'exploitation et pas de capital, bien sûr. Et puis, je suis un peu entré dans cet univers par effraction, en quelque sorte. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bonnes pratiques qui existaient dans d'autres industries dont je venais, ayant présidé pas mal d'entreprises, de marques et de groupes au niveau mondial. Et je me suis dit, mais en fait, dans le patrimoine, on a beaucoup de bonnes pratiques qu'on pourrait amener et qui rendraient peut-être la vie plus facile et en tout cas une viabilité économique plus évidente, alors que je dirais que le discours général, c'est quand même plutôt un discours traditionnellement de subventions, on n'est pas rentable, donc on s'en sort pas, etc. Et il y a des freins psychologiques, il y a des freins structurels, il y a des freins gouvernementaux. Olivier Langeril, tout à l'heure, vous en a évoqué quelques-uns. Et depuis 1 an, on a beaucoup travaillé pour faire évoluer la législation, pour faire évoluer l'éligibilité de nos structures juridiques, qu'elles soient sous forme de SAS, de SCI ou en nom propre, avec des bénéfices, on va dire, d'évolution de la jurisprudence dans ce secteur d'activité en particulier. Alors, les Audacieux du patrimoine, c'est la figure de proue de la demeure historique. C'est-à-dire que dans l'ensemble de nos adhérents, qui sont des milliers en France, il y en a qui sont entrepreneurs du patrimoine, et d'autres qui ne vivent pas du patrimoine, et ceux qui sont entrepreneurs du patrimoine, eh bien, ces bonnes pratiques, il faut les échanger. Alors c'est très concret, hein. On échange ensemble sur la workplace, par exemple, une propriétaire nous dit je dois changer mon système de chauffage, est-ce que parmi vous, vous pouvez me donner que je gagne du temps, vos solutions entre la géothermie, les systèmes de pellets ou d'autres systèmes type gaz de ville ou autres, et évidemment quand on échange, eh bien, si on a un retour d'expérience de 10 ou 15 propriétaires, on va gagner du temps, on va éviter de faire des bêtises. Voilà, c'est un exemple très concret. On travaille sur beaucoup de choses ensemble. Là, actuellement, je travaille avec Aude de Comarque, qui est aussi une audacieuse du patrimoine. Je crois qu'elle est là ce soir, elle vous parlera tout à l'heure. Et on travaille sur des vidéos avec des questionnaires proustiens pour nous
faire connaître et puis vous apporter des réponses beaucoup plus concrètes. En ce moment, on travaille avec le Guide Michelin sur un partenariat très poussé, un co-branding, comme on dit, très poussé, parce que le Guide Michelin, c'est une véritable norme, c'est un label international, et mais il faudrait que tous les audacieux du patrimoine soient non seulement étoilés Michelin, mais 2 étoiles Michelin. Voilà, ce serait l'objectif idéal. Donc on partage avec eux, et bien tout simplement, leur simulateur, leur cahier des charges, leurs critères de sélection, et ainsi de suite, et on va essayer de les circulariser au sein des audacieux du patrimoine pour faire progresser nos sites vers un tourisme de qualité, un tourisme de valeur. Bon, je ne vais pas être trop long, mais tout ça pour vous dire que notre objectif, c'est un objectif de partage, un objectif de professionnalisation de notre activité, de notre métier. Longtemps, le patrimoine a été très isolé, c'est-à-dire chaque site et chaque propriétaire était très isolé. Et je crois que la grande vertu des audacieux du patrimoine, c'est de décloisonner et de mettre en commun tout un ensemble de tuyaux, d'astuces, de types, d'adresses, et c'est un véritable réseau professionnel. On peut y gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, éviter aussi des erreurs, parce que l'isolement peut générer des erreurs, c'est un élément important. On est en train de lancer en ce moment au sein de la demeure historique, mais on y travaille avec les audacieux évidemment, un passeport des demeures historiques privées. Ce passeport est un outil qui servira de lien entre les différents sites. Les audacieux du patrimoine y sont bien entendu mis tout à fait en exergue et en valeur, et ce passeport est diffusé dans l'ensemble du réseau. C'est un marketing relationnel de bonne qualité, avec un format iPhone, donc tout à fait évident. Je conclurai sur un point qui me paraît être essentiel. Nous sommes tous confrontés, même avec des entreprises du patrimoine rentable, nous sommes tous confrontés à des vraies problématiques de temps de gestion. Ce ne sont pas des multinationales, on n'a pas des dizaines de cadres sous nos responsabilités, et donc il faut optimiser ce temps qui, par définition, est de l'argent. Donc échanger, partager, se filer des tuyaux, des adresses, par exemple, quand on parle du numérique, quand on parle du web, quand on parle de toutes les changements qui s'opèrent sur la dématérialisation du patrimoine aujourd'hui, eh bien, on peut perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie à faire un truc tout seul dans son coin. Vous avez tous fait des sites web, vous êtes tous confrontés à TripAdvisor, vous êtes tous confrontés à Google, vous êtes tous confrontés à tout un ensemble de blogueurs, d'opérateurs qui interviennent, qui vous proposent des solutions clés en main, des commissions, etc. Il faut se coordonner parce que la filière, elle est encore paradoxalement jeune dans sa professionnalisation, et on a besoin d'outils, on a besoin d'outils modernes, et on a besoin de consistance auprès des pouvoirs publics. Les audacieux du patrimoine ont une grande vertu, c'est qu'ils donnent au pouvoir public, ça donne une visibilité avec la demeure historique, et ça met des échelons à différents degrés, avec des interlocuteurs à différents niveaux, avec qui on peut parler auprès des pouvoirs publics locaux, régionaux ou nationaux. Voilà, donc moi je suis un grand fan de la segmentation marketing, donc j'aime beaucoup les audacieux du patrimoine, parce que je trouve que ça permet d'avoir pour prendre une expression en ce moment, ça permet d'avoir un étage supplémentaire à la fusée, et pour aller sur Mars, il faut beaucoup d'étages. Voilà, disponible pour répondre à vos questions si besoin. Bonjour, moi j'ai une question, donc je suis toute nouvelle puisque mon achat j'ai acheté le château de la Chefille à Pressignac en Charente en mai 2020, donc signé une promesse un peu avant le confinement. Voilà, ma question était pour rebondir un peu ce que vous disiez, parce que moi-même j'ai fait les sacs, j'ai travaillé dans des banques, à savoir si effectivement à terme
l'on pourrait prévoir si les audacieux effectivement gagnent vraiment en puissance, d'avoir quelque part des cadres ou du personnel qui pourrait négocier des contrats pour les adhérents, pour faciliter un peu cette partie-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé ou... Alors, on peut tout imaginer en termes bien sûr, de négociation, en termes de constitution de contrat. On peut échanger des bonnes pratiques, et ça pose pas de problème. Après, si vous parlez plus spécifiquement de négociation bancaire, oui, on peut partager aussi ces sujets-là. Moi, je suis tout à fait transparent sur toutes ces questions. En ce moment, je négocie des prêts, je profite de la situation, et on obtient des conditions formidables. Donc, le club, le cercle des audacieux, Thibault le disait tout à l'heure, est un terrain de jeu collectif à plusieurs dizaines d'entrepreneurs du patrimoine, mais il est aussi en one-to-one. Donc, il faut que l'expérience des uns serve aux autres, et si nos temps de grise peuvent apporter quelques solutions très concrètes, on le fera avec plaisir. D'accord, merci beaucoup. Marc Brouvel, je vois que vous avez levé la main si vous voulez poser votre question, je vous en prie. Je posais la même question de façon différente pour se rapprocher de l'esprit, mais l'idée, je pense, c'était un peu plus de fonctionner comme centrale d'achat. C'est un concept qui paraît… Alors déjà, on peut partager des informations sur des prix, Également aussi, mais aussi on peut éventuellement fonctionner comme centrale d'achat. Je prends un exemple tout bête. J'ai passé pas mal de temps à réfléchir à la literie, à la changer, à négocier des tarifs, etc. In fine, je pense que j'ai eu un bon tarif, mais je sais pas avec qui le comparer. Et à la rigueur, j'avance tranquillement. À la rigueur, cette information est éventuellement intéressante pour d'autres personnes, voire on pourrait un tarif encore meilleur si une fois par an, il y avait une négo pour, 50, 100 lits achetés par des membres de la DH pour refaire leur belle literie ancienne. Et c'est un exemple simple, Ellipse, je pense qu'on est tous à peu près un peu confrontés à ça, ou peut-être même à titre personnel, pas forcément pour des chambres d'hôtes ou autres. Mais c'est un truc assez simple, c'est un benchmark, c'est facile à comparer, il n'y a pas 50 fournisseurs sur un truc comme ça, et je ne sais pas si c'est lié aux audacieux du patrimoine ou à la DH en tant que tel, mais comme on a Olivier qui est là également, donc il peut répondre pour tout le monde, pour tout le reste. Est-ce que c'est un truc concevable ou pas? Oui, comme le disait Marc Lelandais, je pense que tout est concevable. Je crois que le groupement est nouveau. Déjà, les grandes missions qu'on se fixe sont très chronophages, prennent beaucoup de temps. Tout ça, c'est de la construction, mais c'est bien l'esprit du réseau. Sur les financements bancaires, on travaille avec l'IFSIC notamment, qui est un organisme institutionnel qui travaille beaucoup pour le cinéma, pourquoi pas spécifiquement pour le patrimoine. Donc toutes ces problématiques que vous avez, et c'est l'intérêt du réseau, c'est que nous sommes au cœur du dispositif, nous sommes au cœur de la fusée, au cœur du réacteur, et donc à partir de ce moment-là, il faut identifier les problèmes et y apporter des solutions. On est pour l'instant fermé sur rien du tout. La seule chose, c'est que effectivement, c'est un gros travail, et les journées de Thibault et des personnes bénévoles qui l'accompagnent à côté, que sont les audacieux, se mobilisent déjà pas mal. Et plus on sera nombreux, plus on pourra développer des services pour la communauté des ADP. On peut s'imaginer qu'une centrale d'achat prenne une marge aussi pour s'autofinancer. Oui, mais par exemple, comme le disait tout à l'heure Thibault, effectivement, alors on a préféré dans un premier temps travailler avec des existants comme le CEDRE, passer un deal intelligent, parce que c'est un vrai métier, il y a des vraies compétences, et avant de s'approprier, un environnement comme ça, je pense qu'il est plus intelligent d'externaliser. Ce qui ne veut pas dire que par la suite, sur certains sujets, et les literies dont tu parlais, Marc, peuvent en être un spécifique. Encore une fois, j'ai souvent l'habitude de dire l'association de la demeure historique sera ce que l'on en fera,
j'ai envie de dire que le réseau ADP professionnel deviendra ce que nous voudrons bien chacun collectivement lui apporter. C'est ce que j'allais dire pour compléter. En fait, on se rend compte que en fait, les solutions viennent directement des membres du réseau. Et effectivement, le réseau est ce que nous en faisons. Donc là, par exemple, sur la thématique des achats, il y a un vrai enjeu. Et comme on a plusieurs membres du réseau qui étaient adhérents au CEDRE, on a rencontré le CEDRE qui nous a proposé effectivement une proposition de partenariat intéressante avec une cotisation moins importante et surtout avec une étude qui permet d'évaluer ces achats et d'évaluer les marchés sur lesquels on peut trouver des meilleurs prix. Et donc, c'est quelque chose qui semble bien fonctionner, qui est en train de se mettre en place. Mais demain, rien n'empêche qu'il y ait des achats groupés, des achats collectifs et des négociations avec certaines entreprises. Parce que demain, aujourd'hui, on est, donc c'est ce que je disais, 53 membres. Si demain, on est 100 membres et qu'on fait un achat groupé sur des lits, sans doute que ça change beaucoup de choses sur les prix des lits. Donc, c'est vraiment ce que nous en faisons. Je vais passer la main à Aude de Comarque. Aude, si ça te va, pour continuer un peu les partages d'expérience. On peut évidemment continuer, vous pouvez continuer à poser vos questions et j'y reviendrai, mais comme ça va vous donner d'autres témoignages. Aude, si tu m'entends, je t'en prie. Bonjour à chacun d'entre vous. Alors je vais peut-être commencer par un témoignage un peu personnel, dans le sens où je ne me destinais absolument pas à reprendre un monument historique, en l'occurrence le monument historique de ma famille, le château de Comarque, situé en Dordogne, dans ce qu'on appelle la vallée oubliée, la vallée d'Abeune. Donc autant vous dire que c'est vraiment aux confins des territoires. C'est un lieu à la fois extraordinairement chargé d'histoire et enfin c'est vraiment une osmose entre le bâti et son environnement naturel. C'est aussi un site archéologique. C'est pas un château dans lequel on peut vivre aujourd'hui, contrairement à d'autres, mais c'est un site qui avait complètement été englouti par le temps et qui, après 40 ans de fouilles archéologiques et de restauration, est aujourd'hui un monument majeur en Dordogne. C'est l'aventure de mes parents que je reprends avec mon frère. C'est une aventure complètement folle et à la fois magnifique. Mais c'est vrai que le saut quantique de passer à Paris au Périgord a été un sacré challenge. Et l'avantage, moi tout de suite, que j'ai pu découvrir avec d'abord la demeure historique par le biais des jeunes repreneurs, et puis ensuite ça s'est transformé avec les audacieux du patrimoine. C'est vrai que c'est une mise en relation déjà, c'est affronter des problématiques que seuls les propriétaires de monuments historiques peuvent comprendre, parce qu'on a beau avoir plusieurs partenaires en Dordogne, que ce soit les offices de tourisme ou les différents groupes ou associations de communication dont on fait partie. C'est vrai que les problématiques liées aux monuments historiques, c'est quand même très spécifique et ça s'étend. Je veux dire, il y a les problématiques avec la DRAC, et puis après il y a les problématiques avec le gouvernement, et puis il y a les problématiques d'une entreprise. Ce que moi je trouve au sein du groupe des audacieux, c'est déjà une mise en relation avec des gens formidables. On a notre président Olivier de Lorgerie qui est vraiment très investi de sa mission. Thibault l'épicier qui vraiment, donc la cotisation ça sert aussi à le rémunérer et vraiment ça vaut le coup. Et c'est aussi donc une montée en compétences. Moi, je n'étais pas prête à faire tout ce que je fais au quotidien, que ça soit découvrir des béances dans les murs, m'occuper des salariés, faire de la compta, du juridique, du fiscal, et puis en même temps animer tout ça pour accueillir les visiteurs et que voilà, que ça soit une expérience unique. J'étais pas préparée à ça, j'apprends tous les jours et c'est vrai que ce réseau me permet une vraie montée en compétences. C'est un réseau qui se crée avec les membres qui le composent. Je pense que ça, c'est vraiment très important de le dire. On peut pas tout porter sur Olivier et Thibault. C'est à nous, chacun d'entre nous, s'il y a des sujets qui vous intéressent, de les porter. Vous trouverez sûrement au sein des audacieux d'autres personnes qui ont ces mêmes besoins que vous.
Et c'est en ça que c'est aussi vraiment très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs sous-groupes de travail qui se forment, dans lesquels vous pouvez échanger, partager, parler de vos convictions, vos besoins, vos erreurs aussi, parce que ça fait partie du chemin. Alors, il y avait une autre chose dont je voulais... Oui, c'est aussi un point que je trouve assez essentiel, c'est que plus on sera d'audacieux et plus on pourra parler d'une seule et même voix auprès des pouvoirs publics. Et c'est en ça aussi que les audacieux sont très importants, c'est que au-delà de ce soutien mutuel et de cette parole libre qu'on peut avoir les uns avec les autres dans ce groupe, l'intérêt, c'est de pouvoir parler d'une seule et même voix et enfin de se faire reconnaître au niveau économique, au niveau touristique, parce que c'est vrai que finalement, les jardins, les monuments historiques, c'est toujours les derniers oubliés, surtout les privés. Donc, il faut que ça change. On a la chance d'avoir, encore une fois, d'avoir la demeure historique qui se positionne fortement. Donc, il faut qu'on soit derrière et il faut qu'on parle d'une seule et même voix à ce niveau-là pour qu'enfin on puisse être reconnu correctement. Ça, c'était un point important. Les audacieux ont une place maintenant au SNELAC, ce qui permet quand même d'avoir des informations importantes, intéressantes. On a été très bien accompagnés pendant toute cette période de Covid. On a eu les informations en temps et en heure, ou en tout cas un peu avant ce que notre cher Castex pouvait annoncer. Alors, qu'est-ce que je peux oublier d'important? Je reviens, oui, sur la question de Marc tout à l'heure. Effectivement, on a ça se forme, mais par exemple, je sais que ceux qui font des mariages dans leur monument, j'ai vu ça passer sur la Workplace, mais donc vous utilisez beaucoup mariage.net ou tout le mille et une salles. Bah, ça permet aussi de se dire, bah, tout à coup, ok, on est plusieurs, bah, on va demander un prix d'appel. Donc voilà. En fait, les thématiques, elles peuvent être vraiment, elles jouent à tous les niveaux, autant communicationnel auprès du grand public, c'est-à-dire que les audacieux du patrimoine, c'est un label en fait. C'est un label et on peut vraiment être. L'idée, c'est de créer une marque forte auprès du public, auprès du grand public, pouvoir marteler la presse de notre présence. Ça aussi, c'est un point important. Et surtout, c'est les relations fécondes et riches qu'on peut entretenir les uns avec les autres. Et moi, sincèrement, je rencontre des gens formidables à travers ce groupe et j'en apprends tous les jours parce que on n'a pas les mêmes parcours. Certains ont repris un monument de leurs parents, donc c'est un héritage, mais voilà, moi, j'ai pas été éduquée à ça plus jeune. Par exemple, je suis un peu tombée dedans, là, comme ça, il y a 5-6 ans. Mais chacun a un parcours professionnel qui peut mettre à profit au sein de son monument et du coup aussi au sein des audacieux. Donc voilà, c'est très porteur. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a d'autres témoignages. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, Aude. Aude, je voudrais rebondir sur une chose que tu viens de dire, Aude, qui est très importante. C'est que lorsqu'on reprend un monument, que ce soit familialement, que ce soit un choix entrepreneurial avec des emprunts et des banques, des actionnaires, des partenaires, un tour de table, etc., le risque, c'est l'isolement. Là, c'est une filière qui est très fragmentée. Chaque site individuellement est mal relié avec d'autres professionnels. Et on parlait des pouvoirs publics, on parle de la DRAC, on parle des banques, on parle de... Bref, quel que soit le sujet, il ne faut pas rester fragmenté. Car la fragmentation crée l'isolement et ne permet pas tu évoquais le point de mariage, effectivement, on peut tous s'aventurer avec un booking.com qui apparaîtrait ou un opérateur qui ferait du mariage et tous ces opérateurs jouent sur cette fragmentation et cet isolement des uns par rapport aux autres. Donc on a vraiment beaucoup à gagner à se fédérer avec une communication constante et ensuite apporter des négociations sur des contrats. C'était la question de Vania tout à l'heure, mais là il y a vraiment quelque chose d'extrêmement concret et le jour où on s'assoit
avec une représentativité de milliers d'adhérents à la demeure historique et de 100 adhérents, figure de proue aux audacieux du patrimoine avec un opérateur pour négocier les conditions, on obtiendra de bien meilleures conditions que si on y va tous individuellement. Voilà. D'accord. Moi, je voulais juste savoir si je pouvais éventuellement vous contacter, parce que moi, je reprends exactement aussi un monument que je suis en train de faire sortir de l'oubli et qui a une valeur archéologique, je pense aussi potentiellement, si l'on pouvait s'en parler. Avec plaisir, Thibaut. Je sais pas comment on peut. Oui, avec plaisir. D'accord, je vais contacter puis. Ou sinon, vous. Apparemment, aucun problème. D'accord. À chaque fois, j'embête Thibaut. Mais sinon, vous pouvez. Château de Comarque sur les réseaux. D'accord. Ok, je vous enverrai un truc sur Instagram. D'accord. N'hésitez pas. Mais vous allez voir, l'archéologie, c'est un grand sujet. Oui, je commence déjà un peu à égratigner la surface. Ça sympa avec la DRAC. Je passe la main, le temps tourne à quelqu'un d'autre. Alors, on parlait de reprise, et je propose à Manuel de te laisser la parole parce que tu as également repris un château il y a peu de temps et tu as décidé de rejoindre aussi les audacieux du patrimoine. Donc, je pense que c'est intéressant que tu puisses témoigner. Alors bonjour à tous, oui, alors j'ai essayé d'être synthétique, mais moi je viens du monde de l'industrie en environnement, j'ai donc avec beaucoup de croissance et mais passionné de patrimoine. Donc quand j'ai repris le château Le Rocher-Portail en Bretagne, eh bien en 2017, mon idée en tant qu'entrepreneur, c'était absolument, il fallait que je trouve une rentabilité. Il y avait l'investissement, il fallait absolument moi, à chaque fois que je reprends une entreprise, c'est la rentabilité, c'est en tout cas l'équilibre financier. J'ai eu la chance d'avoir un voisin extraordinaire, Olivier de l'Orgeril, qui m'a, autour d'une bonne bière, donc m'a déjà donné des bons conseils. Et effectivement, est venu très rapidement, ça tombait bien la création donc de ce groupe des audacieux. Moi, venant du monde de l'industrie, avec beaucoup de lobbying, effectivement, il était important dans notre secteur des monuments privés, donc avec une gestion professionnelle, c'était de créer ce groupe et de faire force de tout par rapport à toutes nos problématiques. Et on doit absolument exercer du lobby auprès de la presse, auprès des achats, auprès effectivement aussi de l'administration, parce que ça. Effectivement, c'est une gestion que j'ai découverte qui est pas simple, et c'est vrai que il y a des pratiques, il y a des bonnes méthodes il y a savoir comment aborder un conservateur régional de la DRAC ou autre, et tout cela en fait, comme disait Marc, eh bien c'est une force. Parce que seul, moi je parle toujours de la solitude de l'entrepreneur et c'est pas simple. Et en plus de ça, voilà, nos monuments, ce sont quand même des petites entreprises. Donc il faut toucher à tous les secteurs d'activité, que ce soit de la comptabilité, de l'administration, du commercial, de la communication et encore plus aujourd'hui. Et donc voilà, les audacieux, nous avons créé le groupe des audacieux aussi, et on porte bien le nom des audacieux. C'est pour tenter des choses, pour avoir une voie unique. Moi, ma grand-mère me disait toujours qui tente rien n'a rien. Et voilà, et comme disait Aude, et moi l'idée de laboratoire d'idées et d'initiatives pour créer un futur business, pour consolider aussi nos activités, je pense que ça doit être un point fort chez les audacieux, ce laboratoire d'idées, d'initiatives. Donc voilà, enfin, et j'ai hâte qu'on se retrouve au séminaire, donc pour que vous allez sentir la force. On a fait le premier séminaire, donc c'était en novembre 2019. Oui, c'est ça, Thibaut. Voilà. Et c'est fort parce qu'effectivement, on rencontre beaucoup de personnalités, mais on se sent fort parce que finalement, on a tous la même problématique et on veut tous, bien sûr, donc développer, en tout cas, donc consolider nos activités. Donc voilà, c'est une vraie force. Et je pense qu'on n'est qu'au début, mais ces audacieux du patrimoine doivent être vraiment, voilà, devenir un groupe
moi, dans nos métiers, on parle une sorte de syndicat, enfin, avec auprès et exercer un lobby et échanger aussi notre image auprès aussi de nos politiques, parce que on représente actuellement un poids économique. Tout à l'heure, on faisait, parce qu'on prépare une tribune pour la réouverture de nos monuments. On représente plus de 2 millions de visiteurs, 584 hectares de jardins et potagers ouverts au public, vous voyez. Donc, c'est des chiffres comme ça qui, finalement, nous, on en est conscients, mais les médias et nos politiques, peut-être moins. Donc, voilà, il faut qu'on fasse entendre notre voix. Voilà. Merci, Manuel. Merci beaucoup. Est-ce que Marguerite, tu es là parmi nous? Est-ce que tu nous entends pour intervenir? Oui, super. Parfait. Eh ben, je te laisse la parole pour parler de l'arrivée du château de Canon aux Audacieux du patrimoine. Très bien. Ça a été une très belle surprise. Moi, je fais partie donc du réseau depuis 1 an. Je m'occupe du château de Canon qui est situé en Normandie. On travaille aussi beaucoup en famille. On a une gestion collective assez originale. Et moi, je m'y implique donc à temps plein depuis maintenant 11 ans. Et c'est vrai que on a tissé énormément de liens. Moi, quand je suis arrivée donc dans la région, avec nos voisins, avec d'autres sites touristiques, avec des offices, enfin, on a multiplié les interactions avec des partenaires, des entrepreneurs locaux. Et ça, c'est vraiment formidable. Mais en effet, on a quand même une grosse spécificité. On a des coûts d'entretien qui sont énormes. C'est très difficile de rentabiliser nos monuments. C'est pas évident toujours de se comparer à d'autres sites ou à d'autres entreprises qui n'ont pas nos contraintes. Et donc, voilà, je pense que ça me manquait un peu. Donc, j'ai découvert le réseau l'année dernière et moi, au départ, j'étais vraiment séduite en fait par le pacte. Me dire que ce pacte auquel j'adhérais complètement, d'autres le partageaient. C'était vraiment très, 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 très réconfortant. Donc, j'étais très heureuse de m'impliquer et de l'accueil aussi qui m'a été réservé dans le réseau. C'est vraiment très sympathique. Donc, au niveau, voilà, pour vous donner des petites idées un peu concrètes de ce que ça peut apporter au quotidien. Déjà, il y a la workplace dont vous parlez, Thibaut. Donc, en fait, en gros, quotidiennement, on est connecté avec les 50 autres membres. Donc, certains, comme dans tous les réseaux, sont peut-être un peu plus connectés que d'autres. Mais néanmoins, on pose une question sur une problématique. Ça peut être... moi, j'ai posé des questions, comme disait Marc, sur tout ce qui est chauffage, association des amis, enfin voilà, boutique. Et en l'espace de 3 heures, une journée, on a entre 5 et 10, 15 réponses avec des gens qu'on peut ensuite appeler pour approfondir. Donc, c'est vraiment génial parce que sinon, imaginez, on sait que probablement en France, il y a d'autres gens qui ont les mêmes problèmes, qui se posent les mêmes questions. Mais on manque de temps et aller les trouver, c'est pas simple. Donc ça, c'est vraiment, il y a une immédiateté qui est vraiment super. En plus de ça, on a bien sûr du coup le poids collectif. Donc là, on est 53, mais je pense en effet qu'on est voué à grossir. Donc comme disait Manuel, c'est à nous tous 2 millions de visiteurs. Donc on se sent faire partie d'un tout. Et du coup, ça permet, encore une fois, concrètement, de bénéficier de partenariats. Donc, dans mon cas, j'avais pas pensé encore aux centrales d'achat. Et du coup, j'ai rencontré le commercial du Cèdre grâce au partenariat des Audacieux. Et on va faire beaucoup d'économies dans plusieurs domaines. Et c'est vraiment ça, une réflexion que, on aurait peut-être commencé à entamer un peu plus tard, mais pas sûr, franchement. Donc voilà, ça c'est aussi très concret et ça, on a l'impression d'avancer. On expérimente aussi la mutualisation. Donc avec un groupe dans le cadre du partenariat avec HEC, avec 3 autres châteaux, 3 autres sites. On n'est pas concurrents régionalement puisqu'on est dans des régions différentes. Et donc, on mutualise en fait le coût d'un prestataire pour créer un escape game.
Et si vous voulez, c'est pareil, ça c'est des choses, je pense qu'aucun de nous quatre, on se serait lancé du coup par crainte d'un budget trop élevé. Et là, on va probablement du coup ouvrir grâce à ça ce nouveau parcours l'année prochaine. Donc ça, c'est pareil, c'est très concret et puis ça donne des occasions de se rencontrer, d'échanger. Et puis pour finir, moi, ce que je trouve, comme ça a été dit avant, vraiment rafraîchissant et c'est vraiment une bulle d'oxygène. Et voilà, c'est l'ouverture sur l'innovation. On est très absorbé donc par nos restaurations, nos budgets, nos investissements ont tendance à se concentrer sur les travaux et on n'a pas de R&D quoi. Donc c'est pas facile, je trouve, dans notre domaine d'être à la pointe, de réfléchir en termes d'innovation, d'aller chercher tout ce qui se fait de nouveau. Et le fait d'avoir ce labo d'idées, ce dialogue ouvert, ces échanges de bonnes pratiques, d'accueillir des gens d'autres secteurs qui réussissent. C'est vraiment génial et voilà. Donc voilà, merci à tous pour votre accueil et en tout cas, je suis à disposition aussi pour répondre à des questions. Merci Marguerite. Il y avait une question, oui, allez-y. Oui, Jean-Michel Deckers, bonjour, je suis néerlandais, donc excusez mon accent, je téléphone de Belgique. Mais je voudrais savoir, moi j'ai un petit château, un bel château à 45 minutes d'Amboise plus ou moins. Et est-ce que la taille du site est un frein par rapport à l'engagement dans les audacieux du patrimoine? Parce que en termes de votre pacte, tout ce que contient votre pacte, j'y adhère vraiment complètement. Maintenant, mon site est un petit site de village que je veux réouvrir à la visite le 1er juillet. Donc, tout prochainement. Mais c'est un petit site. Est-ce que moi, je crois fort au maillage des petits sites dans l'arrière-pays de Loches et de la région. Mais est-ce que le fait d'être plus petit que des structures comme Canon, que je connais, comme Château Gaillard, comme le parc zoologique, est-ce que c'est un frein à cette histoire? Je ne sais pas si l'un des audacieux veut répondre, mais en tout cas, pour commencer un début de réponse, ce n'est pas du tout un frein. Il n'y a aucune taille minimum. On a effectivement des grands sites comme Villandry, comme la Bourbancée, comme Vaux-le-Vicomte, enfin des grands sites en termes de taille, et puis des petits sites en termes de taille ou de visitorat. On a d'ailleurs des membres qui n'accueillent pas de visiteurs. On a des membres qui accueillent juste des réceptions, qui font de l'hébergement touristique. Donc, on a tous les profils. Et ce qui est important, c'est avant tout d'en faire une activité professionnelle, mais ce n'est pas tellement la taille du monument, absolument pas. Donc, ça ne sera jamais, en aucun cas, une contrainte. Merci. Il nous reste un quart d'heure. Il y a deux audacieux qui n'ont pas encore parlé, donc je vous laisse la parole. Lancelot, est-ce que tu pourrais, est-ce que tu souhaites intervenir pour partager un peu ton retour d'expérience sur ce réseau et ta participation au réseau? Oui, bonsoir à tous, je vais faire rapide. On va garder le meilleur Thibaut pour la fin. Écoutez, je m'appelle Lancelot Guillot, moi je gère 3 sites, donc 3 châteaux, 2 en région Centre-Val-de-Loire et 1 en Normandie, dans l'Eure. Écoutez, j'ai sauté sur l'occasion quand les audacieux se sont créés parce que j'avais ce sentiment, ce qui a été dit avant, d'isolement dans ma phase entrepreneuriale. En plus, en lancement d'entreprise, c'est pas toujours évident. Que dire d'autre? Effectivement, tous les outils qui vous ont été présentés ont des vrais intérêts et apportent un soulagement au quotidien. Le fait de faire partie d'un réseau. Je pourrais mettre un petit accent sur les parties du pacte liées aux engagements environnementaux qui, je pense, en fait, très sincèrement, on est dans une période où on traverse une crise sans précédent,
de plein de points de vue. Et je pense qu'en fin de compte, chacun de nos châteaux enfin les châteaux en général ont une petite partie de la réponse à ces enjeux, à ces changements de paradigme qui sont cruciaux et qui vont encore s'accentuer dans les années à venir. Et donc l'idée était vraiment de raisonner en réseau, d'essayer de porter une voix un peu aussi différente de celle des grands châteaux, des grands domaines publics qu'on entend pas mal. Voilà. Merci Lancelot. Merci beaucoup. Eh bien, Thibaut Lemarié, tu étais introduit, donc je te laisse la parole pour ton application chez les autres. Bonjour. Donc en 2 mots, pareil, parce que le temps file. Thibaut Lemarié, château de la Masure en Mayenne, et nous on a une particularité, c'est qu'on fait des séjours linguistiques. C'est comme ça qu'on entretient notre château. Voilà. Moi j'ai la chance d'être la 2e génération. C'est pour ça que j'ai quelques éloges ce soir et je vous en remercie. Mais en fait, j'ai triché. C'est mes parents les entrepreneurs et moi je suis rentier, donc vraiment c'est scandaleux. Non, voilà, donc c'est un coup à prendre. Et nous à la maison, mes parents avaient commencé à créer cette activité et en toute logique, on a continué. Je voudrais revenir sur les audacieux en 2 secondes. La logique initiale, c'était gagnant-gagnant et je pense qu'on peut faire même gagnant-gagnant-gagnant. Ça doit être gagnant pour l'entrepreneur parce que lui, effectivement, ça lui permet, comme disait Lancelot, comme disaient plein de gens, on est comme tous les chefs d'entreprise et il faut parfois prendre un peu de recul justement. Comme tous les chefs d'entreprise, parfois on est paumé, on sait pas, on aborde des sujets qu'on n'a jamais abordés. Et c'est vrai que ce soit la workplace de façon très fluide, que ce soit le binôme le futur binôme qu'on est en train de mettre en place de façon un peu plus profonde, ou que ce soit par de l'expertise, soit de l'ADH, soit d'autres membres de façon plus complète, c'est vraiment très intéressant et très utile. Gagnant pour les monuments, évidemment, parce qu'on est plus performant. La bonne nouvelle, c'est que c'est beau de voir cette nouvelle énergie, cette énergie qui correspond aussi à une évolution des choses où on est parfois obligé de monétiser un peu nos monuments. Et tout l'enjeu, comme disait Thibaut, c'est de revenir à ce bon équilibre entre sa sauvegarde et sa monétisation. Le danger, c'est qu'aujourd'hui, on voit apparaître dans l'offre d'hôtellerie, d'accueil, tout ce côté lifestyle qui va essayer de prendre notre place, qui va essayer, à travers des techniques commerciales et de marketing, de prendre notre place authentique. Château Forme embauche des personnes pour faire croire que c'est chez eux. Vous vous rendez compte? Donc nous qui avons vraiment la chance d'être vraiment authentiques, d'avoir des histoires, les personnes qui sont en général dans les cadres, dans les photos, etc., c'est notre famille. Et Château Forme, ils sont en train Château Forme et d'autres. Et cette tendance vers le local, tout ce qui est Slowly Days, vous avez vu qu'un appel d'offres est passé là au niveau français pour avoir jusqu'à 200 000 euros d'aide à travailler, sans doute. Mais en gros, effectivement, toute cette mode va faire que sur notre route, on va avoir plein de groupes qui lèvent des fonds. Donc, c'est très différent de nous parce que nous, en général, on essaie vraiment de conserver nos capitaux parce que on n'a aucune envie de vendre. Donc, on joue, c'est un peu David contre Goliath, mais si je me souviens bien dans l'histoire, c'est David qui gagne, à ne pas oublier. Donc, gardez ça en tête. Et enfin, un dernier point, et je reviens par rapport aux achats tout à l'heure, gagnant, c'est aussi la société dans son sens large. C'est-à-dire que oui, on va essayer d'optimiser, oui, on va essayer d'être meilleur, oui, on va essayer de s'entraider, mais on a un impact territorial. Donc, dans les achats, ça veut dire que on fera peut-être des achats groupés au niveau global, sur l'énergie, par exemple, ou des véhicules. Mais par contre, ce serait vraiment bien qu'on ait aussi un impact local en prenant le petit jus de pomme de la personne qui a 2 km. Et ça, c'est justement cette intelligence qu'il faut qu'on ait, d'être à la fois pragmatique, mais à la fois être cohérent par rapport à ses valeurs, de dire on a un territoire et il faut qu'on s'y insère. Et c'est également ça aussi, je pense que c'est un fil conducteur. Si on veut sauver nos monuments, il faut qu'on soit utile. J'aime bien une phrase qu'il y avait dans le film Les Guépards, il faut tout changer pour ne rien changer. Et c'est vraiment ça, il faut vraiment que si nos châteaux ont un impact positif au niveau local sur nos territoires, au niveau global dans le rayonnement de la France, jamais l'État ne nous laissera tomber. Si par contre on dit, écoutez les mecs, on ferme nos grilles et laissez-nous tranquilles, évidemment, ce sera plus difficile d'aller chercher du soutien. Donc voilà, c'est ces 3 petits mots que je voulais rajouter à la fin, gagnant, gagnant, gagnant. Et je pense qu'on est bien parti et on attend toutes les personnes qui sont motivées pour nous rejoindre. Merci Thibaut. Bien pour résumer.
J'aimerais bien revenir sur ce que tu as dit, Thibaut. C'est vrai que autant c'est essentiel d'avoir du poids au niveau national, mais on est comme un peu des vaisseaux aussi dans nos territoires, dans nos régions. Et ce qui est important, c'est de mettre en valeur à travers nos monuments, mais aussi en valeur nos régions, nos territoires et surtout les savoir-faire qui s'y trouvent, qui sont souvent des savoir-faire ancestraux ou en tout cas traditionnels et puis respectueux. Donc c'est important. On peut globaliser plein de choses, mais c'est aussi essentiel de garder l'ADN de nos vieilles pierres et des gens qui la composent. Voilà, je voulais juste. Et on vous attend tous, chacun d'entre vous, pour venir resserrer les rangs. On sera d'autant plus forts ensemble. Voilà. Merci Aude. Merci. Il y avait une question. Allez-y, je vous en prie. Non, il n'y avait pas de question en direct. Allez-y, hein, si vous voulez poser une question. Sinon, je peux répondre. Il y avait une question du chat sur le nouveau fonctionnement en binôme. Quel est l'objectif recherché? Comment ce besoin est-il apparu? Et en fait, ça va dans le sens de notre discussion là depuis maintenant 1h30. L'idée, c'est de pouvoir sortir de son isolement et de son fonctionnement un peu en bulle et de pouvoir s'appuyer sur ses pairs. Et donc, avoir un réseau d'entrepreneurs, c'est bien, mais c'est pas complètement suffisant. Et donc, on s'est dit que c'était utile de pouvoir être dans une relation un peu plus privilégiée, qui dure 1 an complet. Pendant 1 an, on apprend à connaître le fonctionnement, l'entreprise, la personnalité de notre binôme, qui est un autre audacieux du patrimoine, de passer un peu de temps chez lui, en tout cas, de passer au moins une fois dans l'année chez lui pour comprendre comment ça fonctionne, comprendre ses activités, et puis en fait pouvoir avoir vraiment une relation privilégiée pour lui poser des questions, pour pouvoir apprendre un certain nombre de conseils, d'astuces, savoir aussi apprendre de ses erreurs, etc. Donc c'est avoir une relation privilégiée pendant 1 an dans le réseau, ce qui permettra en fait au réseau petit à petit de mieux se connaître, parce que petit à petit tout le monde va se croiser et tout le monde va apprendre à se connaître. Et donc on croit qu'avec les binômes, ça sera un moyen, un meilleur moyen pour que le réseau soit encore plus solidaire et puisse apporter aux membres. Voilà globalement comment ça fonctionne le binôme. Et d'ailleurs, juste à ce propos, les binômes là seront lancés lors du séminaire qui va avoir lieu les 16 et 17 juin prochains. Et du coup, c'est peut-être justement une aubaine. Il a été décalé à plusieurs reprises à cause du Covid, mais du coup, au moins, il n'est pas encore passé. Donc, pour ceux d'entre vous qui voudraient y participer, il y a vraiment un super programme avec plein d'intervenants. Et puis, il y aura le fameux lancement aussi des binômes. Donc, ça permettra de se voir tous en vrai. Et je glisse un petit mot, désolé. Ce rassemblement, le séminaire, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Thibaut et d'autres recherchent des personnes qui sont intéressées, qui ont une expertise et qui peuvent nous l'apporter. Je pense à Pierre-Étienne Kerr qui dirige la branche hôtellerie du groupe Paris Society, donc c'est pas n'importe qui. Et la bonne nouvelle, c'est que très souvent, quand on demande une intervention, gentiment, les gens accrochent et disent le patrimoine, c'est un vrai sujet. Moi, là, j'avais rencontré la directrice du développement durable de LVMH en disant je voudrais vous inviter à déjeuner parce qu'en fait, le monument, il y a une grosse problématique, il faut nous aider. Elle avait dit c'est un vrai sujet, on prend un rendez-vous. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle et à nous de transformer l'essai. S'il y a d'autres questions, vous pouvez évidemment nous les adresser, je veux dire, par mail. Vous avez nos contacts sur le site de la demeure historique. Si vous avez donc d'autres questions, si vous voulez rejoindre le réseau, vous avez toutes les informations sur le site de la demeure historique. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire et on reste évidemment à votre disposition. En tout cas, vous avez, je pense, plus conscience de cette dynamique que nous souhaitons insuffler au sein de la demeure historique avec les audacieux du patrimoine, donner vraiment un avenir et croire à nos monuments. Et puis donc n'hésitez pas à rejoindre cette dynamique. Plus on sera nombreux, plus elle sera puissante pour le patrimoine, pour les propriétaires et pour la société, comme disait Thibaut, du gagnant, gagnant, gagnant. Voilà. Merci à tous, à toutes, bonne soirée et à très bientôt.